Binge audio. Chers auditeuristes d'Encore Heureux, salut, c'est Camille Test. Depuis quelques années, je passe beaucoup de temps dans le bar de mon village. À force de croiser et de recroiser les mêmes personnes, les banalités qu'on s'échange entre voisins et voisines tendent à devenir des conversations plus intimes. Il arrive qu'on discute famille, argent, travail et même parfois santé mentale. C'est ainsi par exemple qu'au détour d'un café ou d'un demi-pêche, il arrive qu'une personne me raconte comment elle compose avec sa bipolarité ou qu'une autre m'informe de la façon dont le trouble schizophrénique de son fils impacte le quotidien de sa famille. À force d'échanges, j'ai fini par comprendre quelque chose. Les troubles psy sont partout autour de nous. Aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi parfois des maladies psychiques touchent environ 20% de la population française. Et pourtant, on en parle si peu que si vous avez à coup sûr des dizaines et des dizaines de personnes concernées autour de vous, vous ne le savez probablement pas. Et vous me direz sans doute, et alors ? Ça relève de la vie privée, ça ne me regarde pas. Seulement voilà, le silence autour de ces conditions et le fait qu'on soit si peu à y comprendre quelque chose contribue à l'isolement et à la stigmatisation des personnes et des familles concernées qui, sans cela, pourraient avoir des vies bien plus douces. Alors, parce que je rêve d'une société dans laquelle nous veillons les uns et les unes sur les autres, j'ai invité 2 personnes qui œuvrent activement à donner à voir et à comprendre les troubles psy. Merci d'accueillir Lucille Zola et Maxime Pérez, Zitvogel. Bienvenue à tous les 2. Vous êtes cofondatrice de la Maison Perchée. Il y a 4 cofondatrices de la Maison Perchée. Vous faites partie de ceux-là. Qu'est-ce que c'est, en bref, la Maison Perchée ? Alors, en bref, la Maison Perchée, c'est une association non médicalisée basée sur la pair-aidance, PAIR, donc j'insiste sur ça, spécialisée pour les jeunes atteints de troubles psychiques. Qu'est-ce qu'on entend par troubles psychiques ? Donc c'est bipolarité, schizophrénie et troubles borderline. Elle a 3 missions, cette association. Donc la première, c'est vraiment donc soutenir ces personnes concernées via un programme qui s'appelle la Canopée, à la fois disponible en ligne et dans le lieu qu'on a ouvert dans Paris, 59 avenue de la République, mais également à leurs proches via un programme qui s'appelle la Boussole. Donc, quand on entend proches, c'est à la fois les parents, les frères et sœurs, les conjoints, les enfants. Tout le monde est concerné via tout un panel d'activités aussi bien en ligne que dans le lieu. Donc ça, c'est l'objectif 1. Le second, c'est vraiment sensibiliser le grand public. Donc pour ça, on va dans les médias, dans les entreprises, dans les écoles. On fait des événements hors les murs. On a un lieu donc qui est ouvert, ce qui était hyper important pour nous pour éviter l'entre-soi, ouvert au grand public tous les matins, du mardi au vendredi et tous les samedis. Et le troisième objectif, c'est vraiment de contribuer à faire évoluer les méthodes en psychiatrie. Et ça passe par 2 pôles. Le pôle santé, qui comprend donc déjà des brochures qu'on a fait à 6 mains soignants soignés avec Sainte-Anne qui sont disponibles sur notre site et dans plein d'hôpitaux maintenant. Aussi par les visites institutionnelles qu'on fait tous les mardis dans le lieu. Donc encore aujourd'hui, on est mardi. J'ai eu un hôpital de Villejuif qui est venu visiter la Maison Perchée. Pourquoi ils visitent ? Pour mieux en fait comprendre ce qu'on fait et mieux en fait pitcher aux personnes concernées, ce qui est hyper important. Mais à la fois aussi notre présence de plus en plus dans les congrès en psychiatrie à travers la France. Et évidemment via notre programme de pair-aidance qu'on met en place au sein de la maison, mais qui n'a pas avoué à être professionnel, mais vraiment être une initiation. Et le côté politique avec tout un panel de présence dans des comités au niveau de la ville, au niveau du ministère, au niveau de la région, pour être présent et revendiquer l'importance de ce qu'on fait et exister en ce sens. Une sorte de plaidoyer. Voilà, en gros, ouais. La pair-aidance, c'est le fait d'accompagner des personnes quand on est nous-mêmes concernés par des troubles psy. Lucille, est-ce que, en 2 mots, tu veux bien expliquer l'intérêt de la pair-aidance ? La pair-aidance, tout le monde en fait, même sans s'en rendre compte. En psychiatrie, on a dicto, la pair-aidance, c'est aider effectivement des personnes qui ont souffert des mêmes troubles ou des troubles similaires aux nôtres. Et en fait, on se base sur notre expérience de vie, donc c'est ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, les savoir-être, les savoir-faire. Quand on est médiateur santé pair aidant professionnel, on se base avant tout sur notre savoir expérientiel, même s'il y a des formations qui permettent de se professionnaliser pour travailler dans des institutions hospitalières ou en association. Et à la Maison Perchée, vous vous adressez principalement aux jeunes. Pourquoi ? C'est une bonne question.
On me la pose souvent. Non, c'est vraiment parce que pourquoi on a choisi la tranche 18-40 ans. D'une part parce que en moyenne le diagnostic c'est entre 18 et 25 ans, mais vraiment ça correspond à une tranche de vie. C'est premier boulot, premier amour, diagnostic, comment parler autour de soi, comment avancer avec. Et j'ai pas de terme parfait pour ça, mais pour moi c'est vraiment dans l'espace-temps en fait. Pour moi c'est vraiment hyper différent d'être diagnostiqué comme moi bipolaire en 2015 vs en 1995. Et pour moi c'est hyper important de prendre ça en considération. Et maintenant aussi, un super contre-argument que j'ai, c'est qu'on est un peu victime de notre succès maintenant à la Maison Perchée. On a en moyenne 1 mois d'attente, voire 1 mois et demi. Donc voilà, donc en fait, l'idée c'est vraiment qu'on soit complémentaires et que pourquoi on a fait ça à la base. Moi, à la base, j'ai eu l'idée dans mon hôpital psychiatrique il y a maintenant 7 ans, donc avant Maison Perchée. C'était tout bonnement parce que voilà, on a créé ce qu'on aurait voulu avoir à la sortie de l'hôpital et rien n'existait pour les jeunes pour aller de l'avant. Et in fine aussi par rapport à ça, et je finirai là-dessus, c'est vraiment moi, entre mes 2 hospites, la première où j'ai vraiment souffert et la deuxième où j'ai eu l'idée de créer l'asso, c'était l'entre-deux, était de 2 ans avec une tentative de suicide, comme 20% des bipolaires. C'était vraiment de permettre aux gens en venant à la Maison Perchée de gagner ce temps-là en fait. Si à ce moment-là on m'avait dit va à la Maison Perchée, voilà. Donc c'était vraiment toute cette boucle. Oui, parce qu'en réalité, on est diagnostiqué d'un trouble psy, souvent après un passage à l'hôpital. Après, voilà, c'est comme c'est un autre monde qui se transforme complètement. Puis on sort de là, on rentre chez soi, et qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y a pas spécialement de lieu juste pour reprendre sa vie. Typiquement, un des premiers bienfaits qu'ont les gens quand ils arrivent à la Maison Perchée, les concernés, c'est vraiment je peux parler de ça de façon juste, entre guillemets, normale. Et ça, un des premiers buts, c'est vraiment la resocialisation. Comme disait Maxime, on est aussi un café ouvert sur la cité. Donc, il y a des touristes, il y a des gens du quartier. Et ça nous tenait vraiment à cœur qu'on fasse de la déstigmatisation de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent dans le lieu et on leur parle de santé mentale. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de le dire, même si on y reviendra, c'est un lieu qui est magnifique, qui est hyper bien décoré, qui est lumineux. J'imagine que vous l'avez aussi pensé pour ça et comme ça. Ouais. En vrai, l'idée, c'était vraiment encore une fois, c'était de faire ce qu'on aurait voulu avoir. En fait, c'est parti de là. Donc, on a eu la chance de trouver un local. Après beaucoup, il se trouve que c'était ma partie. J'ai fait plus d'1 an de recherche avec ma mère qui m'a aidé. Mais de trouver un local qui était donc curé, donc en fait brut, et de pouvoir le façonner à la sauce Perchée, dans le sens où qu'il soit à la fois au plafond accueillant. Moi, le premier qui ai vécu la Constention, c'était important pour moi. Lumineux parce que accueillant, avec une terrasse. Mais pourquoi une terrasse? C'est pas juste pour une terrasse, c'est parce que aussi, si t'as besoin de souffler 2 secondes, tu peux te poser dehors, avec le métro devant, accessible, avec un gros trottoir pour pas juste avoir passé la tête dedans. Encore une fois, moi, le premier, je déteste quand je vais à un endroit où j'ai pas le temps de prendre le temps d'aller dedans, en fait, tout simplement. Donc, l'idée était que vraiment de trouver un endroit, déjà on va dire dans le coffrage, je sais pas comment on dit, mais c'était agréable. Et au-delà de ça, après, de pouvoir, il se trouve qu'à ce moment-là, on a trouvé un financement qui nous a permis de aussi nous amuser, mais toujours en pensant que c'était important d'impliquer toute l'équipe, dans le sens où, voilà, tout le mobilier, on l'a fait avec les adhérents, avec de la récup. Enfin, voilà, tout était pensé pour que tout ait in fine du sens et ce soit pas juste un bloc, que ce soit pas justement comme l'hôpital de jour, ou alors que justement des touristes viennent au hasard et disent ah, ça a l'air trop cool ce café. En fait, ils savent pas du tout que c'est de la folie. Tu parles de contention. Est-ce que peut-être tu peux expliquer ce que c'est que la contention aux auditoristes qui ne sauraient pas forcément? Ouais, la contention, c'est un truc super sympa. Non, enfin après, moi, je peux en parler rapidement parce que je l'ai vécu dans un état un peu perché, dans le sens où j'étais en pleine phase de manie, qui est une phase de bipolarité. Mais voilà, moi, c'était suite à un rapatriement, et en fait, voilà, c'est la contention, c'est voilà, on se retrouve attaché, et on n'est pas libre de ses mouvements. Et à vivre, c'est très très compliqué. Et j'ai pour habitude de dire justement que je souhaite pas à mon pire ennemi de vivre le moment où justement je me suis réveillé, attaché, sans comprendre pourquoi j'étais là, et vraiment, littéralement attaché. Et voilà, donc le fait, mais in fine, après quelques années de réflexion, évidemment, il y a tout un débat en France sur abolir la contention. Avec un livre de Mathieu Bellassel, ouais, sur la question, qui est venu notamment à la Maison Perchée pour en parler. Mais je pense, moi, dans mon cas, je sais que j'étais très compliqué à gérer, et que parfois, malheureusement, ils ont aussi pas le temps, de peut-être trouver d'autres solutions plus
plus humaine et j'en veux pas. Enfin, quand on voit l'état de l'hôpital public en France, de toute façon, tu dis qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, donc c'est juste que c'est hyper délicat pour quelqu'un de se retrouver attaché, sachant que moi, le premier, je savais pas du tout que ça existait encore, en fait. Dans la prochaine heure, on va essayer de comprendre, outre ce que sont les troubles psy, comment est-ce que, en tant que société, on fait pour prendre ces troubles le mieux, entre guillemets, à bras le corps, même si l'expression n'est pas forcément très bien trouvée. Quand on n'est pas directement concerné, comment est-ce qu'on fait pour être le ou la meilleure allié possible? Pour ça, avant de continuer, je vais accueillir Daniel Batoula. Bonsoir Camille, Maxime, Lucille. Salut Daniel. Daniel, c'est toi qui m'as parlé la première fois de la Maison Perchée. Je sais que en quelques années à peine, c'est un endroit, un lieu, un projet qui est devenu finalement assez intéressant pour tout le domaine de la psychiatrie. Oui, alors moi, là, je t'en ai parlé et en fait, comment est-ce que je l'ai découvert? C'est grâce à une patiente. C'est une patiente qui m'a parlé de la Maison Perchée il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout. Je suis allé sur leur site, j'ai vu des campagnes de crowdfunding, des choses, ce qu'ils étaient en train de mettre en place. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai participé et puis au fur et à mesure, j'ai continué à les suivre. J'ai vu des reportages, j'ai vu plein de choses et je me suis dit... c'est ce qui manque. C'est ce qui manque dans le domaine médical. Nous, on a le savoir médical, on a les traitements, on a de la stabilisation. On essaye de tricoter avec les moyens qu'on a pour aider un maximum les personnes. Mais il n'y a pas à l'extérieur, on n'arrive pas à atteindre le grand public parce que la psychiatrie, la santé mentale, c'est très, très stigmatisé. Et quand moi je parle à des personnes que je ne connais pas beaucoup, je leur dis que je suis psychiatre, il y a un blocage directement. Ils veulent pas trop me parler, ils ont un peu peur, ils se disent il va m'analyser et ainsi de suite. Lucille? Yes, en fait c'est vraiment, je travaille aussi en tant que médiatrice santé-père au CEJA, donc à Sainte-Anne, et il y a vraiment de la stigmatisation aussi pour les soignants et ça on l'oublie souvent, mais même les soignants en psychiatrie sont stigmatisés. On va revenir sur la question de la stigmatisation parce que c'est hyper important et je pense au cœur du sujet qui nous occupe. Mais avant, je pense que ça serait important de définir les troubles psy. En fait, qu'est-ce que c'est concrètement les troubles psy, Daniel? Troubles psy, c'est une pathologie psychiatrique, donc de santé mentale. C'est une pathologie médicale. Ensuite, on se spécialise en psychiatrie, donc et c'est un trouble qui va atteindre la personne à tel point qu'elle va avoir du mal à fonctionner dans la société. Ça va atteindre son environnement familial, son environnement professionnel, son environnement de loisirs. Et ça se manifeste de différentes façons selon le trouble. Ça peut être une dépression, un trouble bipolaire, une schizophrénie, un trouble de personnalité. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas, qui nous arrive. Tu as parlé de 20% des personnes. 20%, ça fait une personne sur 5. Je vous laisse compter combien vous êtes dans la salle, compter combien vous êtes quand vous écoutez ce podcast et regardez autour de vous, il y a des personnes qui ont un trouble psy. Vous le savez pas parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est stigmatisant. Le trouble psychiatrique, c'est ce qu'on appelle toujours un diagnostic par élimination. C'est-à-dire qu'avant de parler de pathologie psychiatrique, on vérifie qu'il n'y ait pas d'autres pathologies du corps. Si vous avez un problème hormonal, si vous avez un problème de thyroïde, si vous avez une tumeur cérébrale, peut-être que vous pouvez avoir des symptômes psychiatriques, de dépression, d'hallucination, différents symptômes qui en fait ne sont pas psychiatriques, qui sont somatiques, qui sont d'ordre d'autres pathologies médicales. Et une fois que ces diagnostics ont été éliminés, là on va dire ok, c'est peut-être quelque chose de psychiatrique. Donc il y a aussi cette difficulté par rapport au diagnostic psychiatrique où il y a ce qu'on appelle un retard à la prise en charge. À la Maison Perchée, vous accompagnez pour autant des personnes avec seulement 3 catégories de troubles, bipolaire, schizophrénique et borderline. Pourquoi avoir choisi de vous concentrer sur ces troubles-là ? En fait, on a tout bêtement, entre guillemets, choisi les troubles par lesquels on était nous-mêmes concernés. Parce qu'on se sentait plus légitime, d'une part, même si je pense qu'on peut faire de la pérédance avec des personnes qui ne souffrent pas du même trouble. Ouais, après, c'est un par catégorie, en fait. C'est toujours les 3 ensemble. Et aussi parce que, après, on peut aussi traiter des comorbidités, évidemment, parce qu'il y en a tout un panel entre les addictions, les problèmes d'alimentation, enfin voilà, il y a tout un panel de choses. Mais vraiment, ouais, c'est la classification qui fait que aussi. Et au-delà de ça, il existe des choses déjà pour tout un panel de pathologies, mais sur ces 3-là, il y avait rien. Voilà, tout simplement. Alors que, pour info, il y a 2 à 3% de bipolaires dans la population, 1% de schizophrènes.
On peut peut-être citer des chiffres. C'est 1,3 million de personnes en France atteintes de bipolarité aujourd'hui, 680 000 personnes atteintes de troubles schizophréniques. Et d'ailleurs, ça vaut peut-être la peine de préciser qu'en fait, il n'y a ni une bipolarité, une schizophrénie. Ce sont en fait des troubles qui sont très multiples. Daniel ? Tout à fait. Dans le monde médical, on a deux dictionnaires des pathologies. Donc, il y a le dictionnaire plus américain, le DSM. On est à la 5e version actuellement. Au niveau de la France, on va plus utiliser la CIM, Classification internationale des maladies, faite par l'OMS. On est à la 11e édition. Ça nous permet de faire des diagnostics de pathologie. Donc, c'est comme un livre de recettes. En fait, si vous avez des pommes, des œufs, de la farine et du sucre, vous pouvez faire une tarte aux pommes. En gros, donc différents symptômes qui vont donner un diagnostic. Mais si vous avez des pommes, ça peut être aussi utile pour faire de la compote de pommes. Donc un symptôme, ça peut être dans différents syndromes, différentes pathologies. Et donc, il faut pouvoir regrouper ces différents symptômes pour faire un diagnostic. Et je reviens juste par rapport à la pérédance aussi. La pérédance, c'est quelque chose qui existe dans toutes les pathologies chroniques, dans les deux grosses pathologies chroniques non psychiatriques qui sont l'asthme et le diabète. Les médecins, ils ont une certaine connaissance, mais en fait, à un moment donné, ils se rendent bien compte, et les endocrinologues et les pneumologues le disent, qui est-ce qui va nous former le plus? C'est les patients, parce que c'est les patients qui vivent au jour le jour avec leur pathologie, qui vont dire « Ah tiens, il faudra peut-être faire ça, il faudra peut-être faire ça », ou « Est-ce qu'on pourrait essayer de développer quelque chose pour ce type de symptômes ou ce type de choses ?» Et il y a beaucoup de choses d'innovation qui sont à l'initiative des patients dans ces pathologies-là, et en psychiatrie, ça manque énormément. Donc la pérédance en psychiatrie, ça va permettre de développer et ça va permettre de former les médecins, parce qu'ils ont on a une certaine connaissance, mais on n'a pas toute la connaissance, et les patients nous apportent énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, moi, la Maison Perchée, c'est une patiente qui m'en a parlé. Et là, quand tu parles de ça, tu parles en fait de sortir d'une logique très verticale, très descendante de la médecine, avec un médecin qui serait une sorte de sachant duquel découlerait en gros des savoirs, des soins, etc., mais pour aller vers quelque chose de plus dans les deux sens et aussi de plus horizontal. Plus d'horizontalité. On a tout à chacun à apprendre de l'autre, et nous, en tant que médecins, on va avoir une connaissance très médicale, mais une fois qu'on l'a partagée aux patients, voilà. Et puis à un moment donné, on est en 2023, 2024 presque, sur Internet, vous trouvez exactement les choses que nous on apprend aussi en cours. Donc à un moment donné, ça se trouve aussi très facilement, différentes choses pour faire des diagnostics ou des suspicions de diagnostics. Maintenant, les gens, ils viennent, ils ont beaucoup d'éléments et ils disent « Je pense que j'ai peut-être ce type de trouble parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et ça permet aussi de pallier ce retard diagnostique. Les gens sont formés, les gens sont informés. Il y a des podcasts, il y a des chaînes YouTube, il y a des bandes dessinées, il y a plein de choses pour lesquelles les gens se documentent et se disent « Ah mais en fait, ça me parle, ce livre que je viens de lire, j'ai l'impression qu'on parle de moi, tiens, ça me parle, ce podcast que j'ai entendu, et je vais peut-être me pencher sur cette problématique que j'ai depuis des années et essayer de comprendre et avoir un diagnostic. » C'est important de le préciser, pour moi, il faut faire très attention à l'autodiagnostic. C'est un peu le pendant de ce que disait Daniel il y a une minute, c'est que effectivement c'est chouette, il y a plein de contenus, plein de choses qui se font, mais attention à justement à s'autodiagnostiquer, ce qui est vraiment un vrai problème en ce moment. Et donc attention aux comptes qu'on suit. Alors, les troubles psy, ce sont plutôt des maladies chroniques. On vous dit on ne guérit pas, mais on se rétablit. Lucille, je sais que c'est quelque chose que je t'ai entendu dire déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? On ne guérit pas, mais on se rétablit. On ne se guérit pas, effectivement, oui, on se rétablit. C'est apprendre à vivre avec le trouble. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Donc, ça peut être la médication, ça peut être aussi la famille. En fait, c'est tout l'entourage, tout ce qu'on met en place au jour le jour pour arriver à s'adapter, en fait. C'est une adaptation avec ces troubles pour pouvoir mener la vie qu'on a envie de mener, faire les études qu'on veut, sortir avec ses amis, enfin, des choses courantes de la vie de tous les jours qui peuvent paraître normales pour d'autres personnes. Je pense que c'est important de dire que, en fait, effectivement, se rétablir, c'est aussi en fait mener une vie avec des projets, des envies, des rêves, et c'est que c'est tout à fait possible et que plein de gens le font en réalité. En vrai, souvent, ça m'arrive qu'on me dise, soit des gens qui viennent à la Maison Perchée, soit des gens qui me voient dans les médias à droite à gauche, « Ah bah ça y est, t'es guéri ». Et je leur dis « Ah bon ?» Non, je leur dis juste « Non, je prends des médocs tous les jours, je dois les prendre à vie, il n'y a pas de traitement. J'ai plein d'effets secondaires, là j'ai un problème au rein en ce moment, j'ai
Donc non, on ne guérit pas, mais on peut, justement, j'aime bien dire ça, vivre et non pas survivre, et potentiellement se rétablir, mais c'est tout un cheminement, comme expliquait Lucille, mais on ne guérit pas au jour d'aujourd'hui. Et voilà, donc c'est important de le rappeler parce que les gens l'oublient que voilà, la bipolarité c'est classé, enfin moi pour ma part, au 6e rang des handicaps les plus handicapants au monde, et que c'est pas facile quoi, et que très souvent les gens l'oublient ou se rendent pas compte. C'est d'ailleurs aussi pour ça que si un jour vous venez à la Maison Perchée dans le café, on a fait le choix de faire dans l'entrée un choix de 8 statistiques relatives justement à ça en fait, à la vie plus au quotidien, sur le long terme, dont une qui est en moyenne, une personne concernée a 10 à 20 ans de moins d'espérance de vie. Et ça fait relativiser un peu sur « Ah, t'es guéri parce que on ne guérit pas ». C'est le côté un peu dark, désolé, mais c'est important de le dire. C'est la vérité en fait. Faut pas l'oublier parce qu'après les gens ils se rendent pas compte. Et c'est un traitement à vie avec des effets secondaires, avec plein de choses. Alors il y a maintenant plein de classifications aussi, par exemple dans les troubles schizophréniques. Je vous parlais avant de la CIM et du DSM. Il y a une autre classification qui s'appelle la WKL, qui a plus un petit peu pour les experts de la schizophrénie. Et là, on parlait de sous-types de troubles. La schizophrénie, dans cette classification WKL, il y a 35 types de schizophrénie. Donc non, il n'y a pas un seul type de schizophrénie. En fait, il y a autant de types de schizophrénie qu'il y a de patients, parce que chaque personne va avoir ses symptômes qui vont être exacerbés à certains moments, puis d'autres non. Et puis en fait, chaque personne, selon son moment de sa vie, en fait, au moment où elle part du domicile, au moment où elle a un emploi, au moment où elle change de pays ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, il y a quelque chose à stabiliser, à revoir. Donc, effectivement, il y a le trouble ou le diagnostic de base, mais ensuite, il y a toujours une adaptabilité, il y a toujours à revoir et à refaire les choses un petit peu. Alors justement, l'un des grands problèmes avec les troubles psy, plus que les troubles eux-mêmes, c'est que ce sont des conditions auxquelles la plupart des gens ne connaissent rien ou pas grand-chose, ou bon, un certain nombre de croyances, d'idées reçues. Et ça vient avec des mauvais conseils. Je vous propose qu'on écoute plusieurs témoignages sur le sujet. Encore aujourd'hui, alors qu'on m'a diagnostiqué un trouble psy il y a des années, j'ai des proches pour me dire « Tu as pensé à arrêter ton traitement ? Tu as pensé au yoga ?» Pour moi, ça minimise ce que j'ai, et ça ne m'aide pas du tout. L'une des choses qui a été le plus violent pour moi, avant de recevoir un diagnostic de trouble psy, ce sont les mots de certains de mes amis qui me disaient « Mais non, t'inquiète, t'as rien. C'est à force de croire que t'as quelque chose que tu vas le déclarer. » Lorsqu'il s'est avéré que j'avais bien quelque chose, j'ai pris conscience de la culpabilisation qui venait avec ce genre de phrase. Comme si j'avais fait tout ça pour attirer l'attention sur moi et qu'à force, je m'étais créé une maladie. Qu'est-ce que ça vous évoque, Maxime et Lucille, ces témoignages ? C'est des choses que j'ai déjà entendues. Par exemple, quand j'ai décompensé en Irlande, à Dublin, mes collègues ou mes amis à l'époque me disaient « Non mais ça va passer, ça va passer ». Ils me ramenaient de la bière en pensant que ça allait m'aider. Pas forcément la bonne solution, mais... ce moment de la déclaration de la maladie, je me rendais compte de ce qu'on appelle l'insight, quand on se rend compte de ces troubles aussi. Dans le trouble psychotique, on a du mal à questionner. Et quand on arrive à questionner le truc, c'est encore un peu plus douloureux, j'ai envie de dire. Effectivement, comme tu disais, l'insight, donc c'est la prise de conscience quand il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans un trouble psychiatrique, comme tu l'as dit aussi avant Maxime, il y a un moment où on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des moments où on est hospitalisé sous contrainte, et puis on peut être contentionné, et ainsi de suite. Et puis il y a un moment donné où en fait, on se rend compte que... tiens, la façon dont je pense, elle n'est pas tout à fait correcte. Ce que mon cerveau m'envoie comme information, c'est pas tout à fait exact. Là, je suis allé acheter une baguette de pain à la boulangère. En fait, si elle m'a souri, c'est pas parce qu'elle est prête à tendre un guet-apens. Mais c'est mon cerveau qui m'envoie des informations comme ça, il faut réussir à prendre du recul avec ça. Et ça, c'est pas évident. Et en général, quand on développe un insight assez fort, il y a une phase un peu plus sombre qui apparaît, c'est une phase de dépression, parce qu'on se dit waouh, j'ai ce trouble, j'ai des traitements qui me stabilisent plus ou moins. Il y a des moments où ils font bien effet, il y a des moments où ils font moins effet. J'espère que j'arriverai à toujours être stable, et je sais qu'il y a certaines choses que je vais pas pouvoir faire parce que sinon ça va me déstabiliser complètement. Et voilà, je dois faire des croix ou mettre certains objectifs à plus tard parce que je peux pas les faire là maintenant. J'ai besoin de plus de temps. Maxime ? Non, moi je dirais juste
que justement j'ai essayé d'arrêter le traitement une fois pour voir. Et voilà, je suis retourné à l'hôpital. Et donc tout simplement non, mais que justement c'est important de se rendre compte que voilà, encore une fois, c'est à vie et que en fait t'en as besoin et qu'au début c'est super dur de l'accepter. Moi le premier, je voulais pas prendre de médicaments et on m'a conseillé au début de prendre. Moi à l'époque, je prenais beaucoup de drogue et de tenter plutôt des drogues. Et ce que j'ai fait, mais qui à terme, voilà, non. Mais après, moi, j'ai toujours déliré sur drogue et drugs en anglais, qui font que c'est médicaments. Ça, c'était dans ma phase. En mode, au final, c'est des drugs, c'est du lithium, c'est bien, machin, bref. Mais tout ça pour dire que, ouais, moi, et maintenant, les gens, j'ai pris le temps aussi, c'est hyper dur, en fait, de faire comprendre aux proches. Et aux très proches, c'est encore plus dur. Parce que forcément, ils vous connaissaient avant et. Alors justement, pour pas être cette personne qui dit t'as essayé d'arrêter ton traitement et de faire du yoga ou t'inquiète, c'est dans ta tête, j'imagine que la première chose à conseiller aux gens, c'est de s'éduquer, de lire des choses, d'écouter des podcasts. On peut peut-être conseiller votre podcast, La Perche, où on apprend plein de choses sur les troubles psy. Un autre podcast aussi qu'on adore avec Daniel qui s'appelle Dingue, qu'on peut écouter sur RTS, une radio suisse. Vous proposez aussi sur votre site un certain nombre de brochures extrêmement bien expliquées sur chacun des troubles psy, mais aussi sur la question de la stigmatisation. Justement, sur la question de la stigmatisation, je pense que ça peut être important de revenir sur les stéréotypes et les idées reçues, et notamment la question de la dangerosité. Souvent, les troubles psy sont associés avec l'idée d'une dangerosité. Les personnes avec des troubles psy seraient potentiellement dangereux, alors qu'en réalité, ça c'est quelque chose qu'on apprend notamment sur votre site internet, les personnes avec des troubles psy ont 11 à 13 fois plus de risques d'être victimes de violences physiques. Donc en fait, c'est le contraire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un des plus gros clichés, on va dire, par exemple sur la schizophrénie. Et en fait, oui, c'est l'inverse. On va être plus souvent victime d'actes malfaisants que dans la population normale. Par rapport à... J'ai l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui souffre de schizophrénie et qui était dans le RER et qui parlait à tout le monde, qui allait parler à tout le monde. S'il y a quelqu'un qui est un peu mal luné ou je sais pas, ça peut vite se transformer après en agression, quoi. Ça, c'est un exemple. Je sais pas si tu en as d'autres, mais... Non, moi, c'est plus les médias, quoi. Malheureusement, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, enfin tout le temps, quoi. Et c'est assez horrible de se rendre compte que, justement, que le grand public reçoit plein d'informations comme ça, tandis que nous, on se démène derrière pour essayer de trouver des solutions pour justement faire comprendre aux gens que non, c'est l'inverse. Et que, mais ça, c'est le gros combat de la Maison Perchée, et pour le coup, c'est ce que je gère moi à la maison. C'est tout ce qui est grand public, communication, événementiel, enfin tout ce qui touche tous les gens pas concernés. Et c'est de trouver un moyen et des moyens pour justement, parce que je pense que à minima 90% des gens qu'on touche à chaque fois, parce qu'on fait beaucoup de contenu de vidéos, de médias, c'est toujours les mêmes personnes. C'est justement de trouver la solution pour sortir de ce cercle et d'avoir un effet, dans l'impact hyper vrai et honnête, et pour que ça fasse effet boule de neige par la suite et que tout le monde comprenne une bonne fois pour toutes que dès qu'il y a un tueur en série, tout le monde se dise pas tout de suite en réflexe numéro 1, c'est un schizophrène. Justement, je crois que c'est important pour que les gens se rendent bien compte de réaliser qu'aujourd'hui, il y a des collectifs de familles qui se battent pour changer le nom schizophrénie, tellement c'est stigmatisé. Moi, j'ai une réponse à ça. C'est Maxime qui parle. C'est dans la vie, il y a une question de temps, mais de priorité. Voilà. Donc après, on interprète comme on veut. T'estimes que c'est pas une priorité de changer de nom Je pense que non, parce que je pense que peut-être, mais c'est trop tard, et que je pense que faut plutôt changer la mentalité des gens et que tous les gens qui écouteront ce podcast, que n'importe qui croise un schizophrène, justement, au contraire, trouver des solutions pour changer tout ça, quoi. C'est un peu le fond et la forme, quoi. Je dirais qu'il y a des moments où ça peut avoir un impact de changer les noms, parce que ça, dans l'imaginaire collectif, la schizophrénie, c'est quand même un mot qui est... Il y a des films et il y a des faits divers qui sont beaucoup trop ancrés dans la tête des gens, et je sais pas si on arrivera à se débarrasser de ces stigmates-là. Tout à l'heure, tu parlais de contention. On utilise ce terme-là, on n'utilise plus le terme d'attaché, parce qu'attaché, ça renvoie à quelque chose de très négatif. On utilise le terme de contention, qui va contenir la personne, et on n'est pas là pour l'attacher, on est là pour la contenir, donc pour l'aider elle-même et pour se protéger. Le trouble bipolaire, c'était la psychose maniaco-dépressive. Merci, qui a aussi changé de nom. Et il y a des moments où peut-être qu'un changement de nom
peut faire évoluer certaines mentalités. C'est une grosse question, hein, mais Toi, dans les choses faciles à mettre en place, est-ce qu'il n'y a pas déjà le fait d'arrêter de faire des abus de langage et d'utiliser par exemple l'expression il est schizo pour une personne qui changerait d'avis, ou on est tous bipolaires, ce genre de choses qu'on entend souvent? Bah ça, si, évidemment, déjà. Et il y a une différence entre lunatique et bipolaire, c'est souvent la grande diffusion. Enfin, diffusion, ça veut rien dire. Confusion. Oui, confusion. Et non, mais c'est surtout surtout dans les discours, ou même à l'Élysée, ou sur Quotidien, ou dans plein d'endroits, c'est utiliser le mot schizophrène à d'autres escients, pas pour parler d'une personne, mais pour parler d'une situation. C'est ça qui fout le bordel, j'ai envie de dire. Ou des humoristes qui utilisent le terme de bipolaire en disant « j'ai changé 3 fois d'avis, je suis bipolaire ». Non, pas tout à fait. Non, là, il faut pouvoir revenir en arrière et se dire « non, mais ça, c'est pas possible, vous pouvez pas Moi, je dis que je utiliser... suis tripolaire, hein, parce que bipolaire, c'est t'as des manies, des dépressions, mais t'as un retour à la normale, le timide. Donc en fait, on devrait dire tripolaire. Ça, c'est plus mon truc perso. Ouais, c'est vraiment vu comme une insulte. En fait, les gens s'en servent comme insulte. Sinon, c'est un nom de maladie, les gens s'en servent comme insulte. Dans les autres conseils assez simples à mettre en place, j'en ai trouvé un sur votre site, c'est de ne pas utiliser le nom de la maladie comme une identité, c'est-à-dire ne pas dire il est schizophrène ou elle est bipolaire, mais plutôt il est atteint d'eux, elle est atteinte d'eux, pour éviter d'identifier la personne à sa maladie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vraiment le cœur aussi un peu du métier de médiateur santé-père, parce qu'il y a la stigmatisation, mais il y a aussi l'auto-stigmatisation. Et du coup, pour faire baisser cette auto-stigmatisation, on a beaucoup besoin de pères aidants, ou que les médecins aussi expliquent aux patients déjà même... J'ai perdu le fil. Que c'est pas une honte, ou que en fait essayer de sortir de la honte, des propres clichés qu'on a sur sa maladie, en réalité. C'est ça. Et moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut, en fait. Ça, par rapport à ça, c'est sur le site, mais après, moi, ma première asso, c'était bipolaire et fier, hein. Donc, c'était un peu, justement, j'avais poussé le truc au max, dans le sens où, voilà, moi, je voulais essayer à mon niveau, de rendre, justement, d'essayer de voir si, justement, en essayant de la rendre cool, ça pourrait peut-être créer des réflexions, des échanges, et in fine, voilà, ça a fait ce que ça a donné avec Maison Perchée, mais je pense que, voilà, je suis atteint, après, chacun son histoire. Ça, c'est hyper important d'aussi laisser la personne choisir. Oui, de ne pas forcément aller lui expliquer comment elle doit qualifier son propre trouble, quoi. C'est vraiment la phrase « rien sur nous, sans nous » aussi. Donc toutes ces idées reçues, elles contribuent à la honte, on l'a vu, à l'auto-stigmatisation, au silence autour de ces maladies. Elle peut aussi causer des retards de diagnostic. On va en parler juste après une petite pause. L'un des intérêts de s'éduquer très fort sur les troubles psy, c'est que cela peut favoriser une prise en charge rapide. On écoute un témoignage de quelqu'un qui a pu être dépisté tôt. À un moment de ma vie, j'ai commencé à avoir des comportements qui ne me ressemblaient pas. J'ai pris de gros risques et j'ai fait prendre des risques à des gens à qui je n'en aurais jamais fait prendre si j'avais été dans mon état normal. À ce moment-là, on ne m'avait pas diagnostiqué de troubles psy. Mais il se trouve que mon père a été diagnostiqué bipolaire il y a des années. Donc avec ma famille, on a certaines connaissances sur le sujet. Si bien que très vite, on s'est tourné vers un psychiatre pour comprendre ce qu'il m'arrivait. Il se trouve que j'ai aussi été diagnostiqué bipolaire, et qu'ayant été pris en charge tôt, les effets sur ma vie ont été beaucoup plus évidents à gérer que pour des personnes qui ont été diagnostiquées très tard. Daniel, est-ce que ça recoupe ton expérience de médecin? Est-ce que c'est important, intéressant d'être diagnostiqué le plus tôt possible? Comme pour toute pathologie médicale, hein. Plus c'est pris tôt, moins il y aura de dommages collatéraux. Si vous avez un rapport sexuel à risque, faites un dépistage le lendemain ou assez rapidement. Si vous attendez 6 mois ou si vous attendez d'avoir des symptômes, c'est peut-être déjà un peu tard. Dans la santé mentale, dans la psychiatrie, c'est exactement la même chose. S'il y a des choses qui vous paraissent étranges ou si vous avez des proches qui ont un comportement étrange ou ce genre de choses, c'est bien de pouvoir essayer de les sensibiliser, de vous renseigner, de vous documenter et d'ensuite essayer d'amener les personnes vers
vers des professionnels de santé. D'abord les généralistes et puis ensuite des spécialistes et ainsi de suite. Plus c'est pris tôt, plus il y a de la stabilité. On l'entend, hein, il y a des traitements qui vont vous permettre de vous stabiliser. Si vous êtes dans un déni, ou si vous n'êtes pas au courant, il va y avoir une aggravation de la pathologie avec des troubles cognitifs qui vont être de plus en plus difficiles. Et en plus, il va y avoir énormément de dommages collatéraux. Vous allez peut-être perdre votre emploi, vous allez peut-être perdre des proches amicaux, de la famille, vous allez être en totale rupture avec ces personnes parce qu'en fait, il y a votre trouble derrière qui se manifeste dont vous n'aviez pas conscience ou dont les proches non plus n'avaient pas conscience. Une fois qu'il y a un diagnostic qui a été établi et une pathologie qui est mise et dont on peut parler, les personnes vont se dire « Ok, en fait, la personne n'est pas en train de faire exprès, elle a un trouble. » Si vous voyez une personne en fauteuil roulant, vous n'allez pas lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu prends l'ascenseur, prends l'escalier comme tout le monde, enfin bon sang, parce que ça se voit. Le problème en psychiatrie, c'est que c'est des pathologies invisibles, ça se voit pas, c'est pas marqué sur le front des gens qu'ils ont une pathologie psychiatrique. Mais si on est au courant, si on a un diagnostic assez tôt et si on peut en parler, ça nous permet de pouvoir avoir des adaptabilités au niveau du poste de travail, au niveau des proches. Et les proches vont se dire tiens, ça fait 2 jours que la personne ne m'a pas, que je lui envoie des messages, qu'il n'y a pas de réponse. C'est pas qu'elle boude ou c'est pas que elle a peut-être pas de réseau. Non, c'est peut-être qu'en fait il y a quelque chose de plus important. Je vais essayer d'aller la voir ou faire quelque chose. Donc plus le diagnostic est posé tôt, plus ça va aider la personne, ça va éviter tout ce qui est dommages collatéraux. Je n'ai pas parlé des agressions, mais il y a énormément de personnes qui sont en vulnérabilité psychique, qui subissent des agressions. On en a parlé un petit peu juste avant. Mais ça, c'est un des dommages collatéraux les plus importants. Hein. Et puis, plus c'est pris tôt, moins il y a d'hospitalisation. Et vous pourrez nous dire, hein, mais je ne suis pas sûr qu'une hospitalisation, ce soit quelque chose d'agréable à vivre. Pas vraiment. On parlait de la contention, mais il y a aussi autre chose. Il y a l'HDT, donc l'hospitalisation à la demande d'un tiers, qui est violent pour la personne concernée et aussi pour les familles, puisque les médecins en fait demandent à la famille de signer un papier pour que la personne ne puisse pas sortir. Et du coup, souvent, on en veut à la personne qui a signé, etc. Et il y a un documentaire très bien sur ce qui est expliqué, qui s'appelle 12 jours, parce qu'en fait, à partir du moment où on est hospitalisé à la demande d'un tiers, il y a 12 jours qui s'écoulent avant qu'on puisse passer devant le juge. Donc en fait, on a une maladie psy et on passe devant un juge des libertés plusieurs fois pour demander de sortir de l'hôpital. Donc ça aussi, ça peut être assez violent. En France, il y a 2 endroits où on peut vous priver de votre liberté, c'est la prison ou l'hôpital psychiatrique. Quand c'est l'hôpital psychiatrique, c'est une décision par un médecin qui dit cette personne a un trouble psychiatrique, il faut absolument, et elle est dangereuse pour elle ou pour d'autres personnes, il faut absolument qu'elle soit hospitalisée. Si elle a créé un trouble à l'ordre public, en général, peut-être qu'il y a eu la police qui est venue, et donc là, il y a une hospitalisation à la demande du préfet ou du maire qui est appuyée. Si on n'a pas ça, il y a 2 possibilités, c'est soit ce qu'on appelle le péril imminent, la personne est en grave danger pour elle-même, elle a fait une tentative de suicide ou elle est peut-être dangereuse pour d'autres personnes parce qu'elle a l'impression d'être persécutée par plein de gens et qu'elle a prévu des choses, des idées un peu délirantes, et donc on va essayer de la protéger, de protéger les autres personnes. Et il y a aussi l'autre possibilité, c'est à la demande d'un tiers, c'est en fait, pour revenir historiquement, quand il y a les hôpitaux psychiatriques qui ont été créés dans chaque département de France, on pouvait hospitaliser un peu n'importe qui de façon assez facile. Et donc, il y a eu des abus. C'est ce qu'on appelait les lettres de cachet à l'époque. Donc, les rois voulaient se débarrasser d'un ennemi ou d'un potentiel prétendant au trône et qu'ils ne voulaient pas. Ils disaient, voilà, cette personne, elle a des troubles psychiatriques, on l'enferme, et puis voilà, on n'en parle plus. Là, maintenant, tout a été réglementé. Donc, c'est-à-dire que pour qu'on vous prive de votre liberté, il faut d'abord qu'il y ait un psychiatre qui donne cet avis-là. S'il y a un proche, c'est important qu'il y ait un proche parce qu'en fait, nous, en tant que psychiatre, on va voir la personne pour la première fois de notre vie aux urgences. On va dire, oui, elle a un comportement qui est très particulier. Je pense qu'il y a quelque chose de psychiatrique. Le proche va pouvoir dire, effectivement, c'est pas son état habituel. Ça, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on demande souvent un proche, parce la personne va dire, c'est pas son état habituel. Mais ça peut poser un très gros problème parce qu'ensuite, la personne qui a été hospitalisée sous contrainte peut en vouloir aux proches. Donc là, c'est une décision médicale. Des fois, on doit dire, on va pas demander à la famille, même si les proches sont accessibles, on va pas leur demander leur avis.
où on va pas les impliquer dans cette décision. C'est une décision de toute façon qui reste médicale dans tous les cas. C'est pas les proches qui disent on l'enferme. Non, c'est le médecin, le psychiatre qui prend cette décision. Une fois qu'il y a un premier psychiatre qui a donné un avis, il faut que dans les 24 heures, il y ait un deuxième psychiatre différent qui donne un avis, qui ne doit pas avoir de lien de parenté avec la personne hospitalisée et ainsi de suite. Et ensuite, dans les 72 heures, on a encore un troisième psychiatre pour dire c'est pas moi qui aime pas une personne, je la mets en hôpital psychiatrique pour m'en débarrasser. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes professionnelles de santé qui disent ça, et ensuite il y a un juge qui va regarder tout le dossier, qui va examiner toutes les pièces et dire bah là il y a un vice de procédure, c'est n'importe quoi ce que vous avez fait, non cette personne n'a rien à faire à l'hôpital, ou alors tout est conforme, ok, il faut qu'on continue l'hospitalisation, cette personne est en souffrance, a un trouble, on a besoin de l'aider, on est d'accord avec ça. Maxime? Ouais, en 2 mots, moi j'ai vécu ça. Et pour info, c'est depuis 2013 seulement qu'il y a les 12 jours, donc c'est récent. Et c'était hyper violent. Déjà d'une part, parce que j'étais pas du tout au courant que ça existait. Qu'en plus, à la différence de dans le doc que je vous recommande de Raymond Depardon, qu'on adore, c'est que moi... Qui s'appelle 12 jours, c'est ça? 12 jours, ouais, parce que ça dure 12 jours. Du coup, j'ai un 12 tatoué, mais bon, on s'en fout. Et mais ça me rappelle ces 12 jours qui étaient quand même assez puissants. Et juste, ouais, moi, en plus, elle était en tenue d'avocat, donc forcément, tu te demandes ce que tu as fait, quoi. Tu prends un avocat, tu passes devant le juge, parce que tu es un avocat. C'est quand même assez dur. Et pour clôturer et pour amener à réfléchir à tous les gens qui écouteront ce podcast, c'est à la fois, pour revenir à la question initiale, moi, du coup, j'ai eu de la chance qu'on m'a posé un diagnostic immédiatement parce qu'en fait, j'avais plein de bipolaires dans la famille sans le savoir. Donc, je vous invite toutes et tous à en parler entre vous, autour de vous, parce que c'est trop important et ça peut faire gagner du temps. Et moi, j'en ai beaucoup voulu. Déjà, ma famille de m'avoir hospitalisé et au-delà de ça, d'avoir caché que j'avais plein de bipolaires dans la famille. Même si, in fine, ça m'a permis d'avoir un diagnostic immédiat, à la différence de 7 ans en moyenne pour un bipolaire moyen, ce qui est, je me mets à leur place, horrible. Et au-delà de ça, de découvrir pendant les 2 jours qu'il existait encore des électrochocs en France. Et ça, j'avoue, ça a été hyper violent d'avoir ce combo ultime de 12 jours, contention, attaché, électrochoc. Bienvenue dans le monde de la psychiatrie, quoi. Mais encore est-il que pour les électrochocs, j'ai entendu plein d'histoires différentes, dont des très belles. Ça a pu sauver des gens, comme ça a pu faire perdre la mémoire à beaucoup de gens aussi. Mais c'est quand même important de le signaler, parce que je pense que pour le coup, ça, 95% des Français pensent que ça n'existe plus. Effectivement, c'est ce qu'on appelle, on a changé un peu le nom, mais on appelle ça de la sismothérapie, mais c'est ce qu'on appelle fréquemment des électrochocs. C'est dans des cas très particuliers, quand il y a des dépressions très très majeures, quand il y a des symptômes très résistants dans les troubles schizophréniques et ainsi de suite. C'est plus comme à l'époque, c'est fait sous anesthésie générale, il y a une surveillance, il y a plein de choses. Je vous conseille la chaîne YouTube Psylab, c'est 2 psychiatres qui font de la vulgarisation de la psychiatrie avec des extraits de films et de séries pour démentir un petit peu ce qui est montré dans les films, ou aussi pour parler au plus grand nombre. Et ils font aussi un très beau reportage ou un petit épisode sur la sismothérapie en 10-15 minutes pour avoir plein d'informations. Et justement, pour ne pas peut-être en arriver là, tu disais l'idéal, ça serait de ne pas arriver à une hospitalisation. Mais du coup, c'est quoi les signes qui peuvent nous mettre sur la voie? Parce que c'est vrai que si c'est des sujets qu'on ne connaît pas du tout, en fait, comment est-ce qu'on sait qu'une personne devrait peut-être être prise en charge ou aller voir un psy pour voir ce qu'il en est? C'est quoi les signes? Déjà, il faut venir à la maison perchée. Facile. Non, c'est juste se renseigner, en fait. Et moi, justement, ce que je dis aux gens comme tout à l'heure, ce que je disais quand quelqu'un passe la porte en me disant ouais, sympa, je voudrais un latte, c'est quoi ici? Mais j'explique. Ah, mais moi, je suis pas concerné, ça, je m'en fous, en fait. Je dis non, mec, t'en fous pas. Moi, je m'en foutais aussi jusqu'au jour où j'ai compris que quand ça tombe dessus, en fait, j'aurais bien. Moi, personnellement, j'aurais pu. Enfin, je sais pas où je serais, justement, si j'avais su. C'est une bonne question, mais j'aurais pas fait la maison perchée, en tout cas. Mais toujours est-il que je pense que la priorité absolue, c'est que les gens se renseignent d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il n'y a pas... Et après, parce qu'en fait, là, je pourrais énoncer tous les symptômes pendant un moment, de la bipolarité, lucide de la schizophrénie. Notre ami psychiatre pourrait valider tout ça. Mais je pense que... Et moi, avec le temps, si je peux me permettre, ça prend 2 secondes, c'est vraiment qu'au tout début, quand je prenais la parole à droite à gauche, justement, je prenais vachement de temps à expliquer la bipolarité. Il y a type 1, type 2, type 3. Moi, je suis type 1 pour info. Mais en fait, je me rendais compte que en fait, les gens, ils écoutaient, mais ils n'intégraient pas. Mais quand tu leur expliques le vrai pourquoi du comment et le pourquoi, en fait, ça leur servira forcément un jour,
En fait, ils prennent le temps, eux, de lire le truc, donc nos brochures ou regarder Psylab, ou parce qu'on n'est pas les seuls, il ne faut pas croire, il n'y a pas que nous, mais je pense que c'est important que les gens se rendent compte que c'est important. Et je ne sais pas si ça répond... Si, ça répond, et j'avais envie de vous renvoyer vers une source que moi j'ai découverte en travaillant sur cet épisode qui m'a beaucoup intéressée. C'est un site qui s'appelle santépsyjeune au pluriel.fr avec un certain nombre de rubriques qui s'appellent « Je m'inquiète pour quelqu'un » et dans lesquelles on peut cliquer sur des éléments du genre « Les autres trouvent mon proche bizarre » ou « Ça semble aller très vite dans sa tête » ou « On a du mal à comprendre son discours ». Donc c'est comme ça des éléments, des choses qu'on constate chez des proches qui peuvent nous mettre sur la voie d'un trouble psy. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que finalement c'est vrai, comment est-ce qu'on fait quand on trouve que quelqu'un a un comportement un petit peu différent d'habitude, vers quoi on se tourne? Ce site, par exemple, est très bien fait pour comprendre ce qu'il faut faire concrètement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, l'idéal, c'est justement de prendre le temps et de pas être dans la rapidité. Enfin, c'est des sujets tellement importants. Là, on prend de l'info sans arrêt avec tout ce qu'on peut lire, voir partout. Et en fait, c'est juste que je pense que justement, ça rejoint mon adage que je dis qui fait chier tout le monde à la Maison Perchée, c'est dans la vie rien n'est question de temps mais de priorité. Mais c'est tellement vrai. En fait, je pense que il y a des sujets sur lesquels il faut prendre le temps, quelle que soit l'info. En fait, c'est pas parce que c'est Santé Psyjeune ou Psylab ou discuter avec une personne concernée au café ou en parler à Noël avec votre copain. C'est juste prendre le temps de se demander comment ça va et de savoir comment réfléchir sur ça et si besoin savoir où aller. C'est déjà un début, en fait. Ça n'existait pas il y a encore quelques temps, parce qu'en France, on était quand même, à la différence de plein d'autres pays européens, un peu en arrière, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est important de le dire qu'en France, on est en fait plutôt en retard, contrairement à ce qu'on peut penser parfois sur la santé mentale. J'avais aussi envie de vous dire que depuis 2019, on a un truc incroyable qui nous vient d'Australie, qui est le concept de formation de premier secours en santé mentale, formation PSSM, qui sont des formations qu'on peut faire. Ça coûte 250 €, mais ça peut être financé pour certains publics, des étudiants notamment et des publics précaires. Et en gros, ce sont des formations sur 2 jours qu'on fait pour apprendre à réagir à la fois en cas de crise aiguë et à la fois aussi quand on sent que voilà, il y a quelque chose autour de la santé mentale mais qu'on sait pas trop. Donc c'est savoir comment parler à la personne, avoir un certain nombre de sources, avoir un certain nombre de clés. Je sais que vous avez formé plusieurs personnes à la Maison Perchée. Oui, nous on forme, enfin c'est hyper important pour nous parce que depuis qu'on a ouvert le lieu, on forme tout le monde, enfin tous les salariés, tous les pères aidants, enfin toutes les personnes qui vont être d'une manière ou d'une autre potentiellement intervenir ou échanger avec des personnes concernées. Parce que c'est hyper important pour nous enfin c'est la base, quoi. En fait, tout le monde devrait faire PSSM comme premier secours tout court. Mais ça, c'est le début, ça se développe. Je sais pas combien de personnes l'ont fait ici, combien de personnes l'ont fait en général. Peu. En France, ils arriveront bientôt à 100 000 personnes. Voilà. Mais 100 000, c'est pas grand-chose. C'est jeune aussi, spécialisé. Ouais. Effectivement, il y a une formation jeune qui va être développée. Et l'UNAFAM, qui est l'Union nationale des familles et amis des personnes malades ou handicapées psychiques, avait proposé d'en faire de le mettre dans les programmes politiques pour l'élection présidentielle 2022. Donc c'est pour dire à quel point c'est pour les associations, pour les personnes concernées, absolument majeur de réfléchir à ce que la plupart notamment des établissements qui reçoivent du public puissent se former sur ces questions. Effectivement, l'intérêt, c'est de se renseigner et de se former. Donc, ce que je vous propose de faire, cher public et chers auditeurs, c'est de vous renseigner dans les 3 prochains jours, d'utiliser les différentes choses dont on a parlé, donc les podcasts de la Maison Perchée ou le podcast Dingue, la chaîne YouTube, si vous êtes plutôt à regarder des chaînes YouTube, Psylab, PSYLAB, ou alors il y a un compte Instagram qui s'appelle BD et Psy, où il y a des bandes dessinées qui parlent spécifiquement de santé mentale. L'objectif, c'est de se renseigner un maximum. Plus on est au courant de ce qui se passe autour de nous, une personne sur 5, plus on va être à même de s'entraider et d'aller mieux, et prise en charge précoce, moins de dommages collatéraux, moins d'hospitalisation, des économies au niveau national, si vous voulez, si vous êtes dans ces affaires-là. Mais c'est important. Une hospitalisation, ça coûte super cher. En fait, si on peut éviter les hospitalisations aux gens, non seulement ça les traumatise pas, mais en plus, ça fait du bien au porte-monnaie de l'État. Donc voilà, et l'hôpital s'en portera un peu mieux parce que... Oui, je suis complètement d'accord. Et il y a... Avec Maison Perchée, ça fait 3 ans, nous, avec Lucie, on avait monté une autre asso avant aussi. Moi, ça fait 5 ans que je milite auprès du secrétaire d'État pour créer des cours d'éducation psychique au collège-lycée au même titre que sexuel.
Parce qu'in fine, ce serait trop important de savoir ce que c'est les troubles à 15-16 ans, sachant que la moyenne, c'est 18-25 ans. Moi, j'ai pris ma première phase en échange quand j'habitais à Pékin, en Chine, avec mes colocs, mais personne d'entre nous savait ce que c'était. Et en fait, si on avait eu ces cours, même pendant 3 heures, parfois, il en faut très très peu pour sauver des vies. Donc, je pense que voilà, il y a tout un panel de choses à faire au niveau du ministère. Là, il y a PSSM qui se développe. Il y a le plan numérique santé mentale dans lequel on fait partie aussi à partir de 2025. Il y a quand même de très belles choses qui sont mises en place. Il y a aussi la JPJA que je soutiens, c'est l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues. Donc, il y a aussi parce que ce qui est important, et là, ce pour qu'on milite aussi à la maison, c'est qu'il n'y ait pas que la maison perchée et les assos de patients qui prennent de la place et qui, au final, fassent barrière à tout le reste du problème de l'institution. Et voilà, c'est pour ça aussi que c'est très important pour nous de militer aussi pour qu'il y ait plus de jeunes qui veuillent être psy, parce que je vous donne un exemple concret, j'ai mon petit cousin là, qui a 19 ans, qui est en 2e année de médecine, et en fait, c'est le seul de sa promo. Et en fait, dans 10 ans, c'est le dernier choix, la psychiatrie. Et donc, voilà, je pense que c'est toute la société qui doit avancer ensemble et pas chacun de notre côté, parce que sinon, à chaque fois, on se retrouve coincé. Et voilà, donc c'est important d'évidemment de promouvoir ce qu'on fait nous, parce que c'est nous, façon de parler, et parce que, on va pas se mentir, on vit de subventions privées, donc il faut qu'on existe, parce que c'est comme ça qu'on fait vivre le truc. Mais au-delà de ça, qu'on avance tous ensemble et que chacun s'y retrouve pour que, voilà, ça forme un truc assez sympa. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur vous, sur France Télé Slash, qui s'appelle Perché. Lucille, dedans, tu dis la maison perchée, c'est une putain de pulsion de vie. Pourquoi ? Parce que ça va à l'encontre justement de tous les symptômes que tu peux avoir quand tu es un peu dans le dur, quoi. Comment dire ? J'ai toujours eu de l'espoir, même quand ça allait très mal. Et c'est vrai que même des gens qui s'accrochent de ouf à la vie peuvent avoir des envies suicidaires. Et je pense que c'est important. Il y a le numéro 3114 qu'il faut rappeler. Quel numéro d'urgence suicide ? C'est ça. On n'est jamais seul, en fait. Mon cas, après, c'est ton débat, mais vraiment, juste faire taire les souffrances, à un moment donné, on peut en être là. Et oui, une putain de pulsion de vie, parce que ce qu'on a fait collectivement, c'est vraiment monter un truc qui nous ressemble, qu'il n'y avait pas avec Maxime les premières fois qu'on discutait. Mais comment on est sorti d'hospice, comment on fait ? On va voir des assos, c'est que des personnes beaucoup plus âgées, on se reconnaissait pas, on tapait à la porte et on trouvait rien qui nous ressemblait, qui nous convenait, et c'était dans nos têtes, et puis maintenant c'est réel, et voilà. On l'a dit tout à l'heure, c'est un très bel endroit, la Maison Perchée. Vos contenus, ils sont aussi très colorés. C'est hyper pop. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un festival qui s'appelle le Festival Pop et Psy, qui est un festival sur la santé mentale qui, lui aussi, a cette image extrêmement joyeuse, en fait, extrêmement chouette, extrêmement joviale. Ça m'a fait penser à ce témoignage qu'on a reçu de quelqu'un qui nous a dit à quel point c'était important d'avoir des modèles, et des modèles de réussite, des modèles positif en réalité. On va l'écouter. Je vis avec la bipolarité. L'une des choses qui m'a fait du bien, c'est d'apprendre que Churchill aussi. Avoir des modèles qui ont des troubles psy, c'est important pour se dire qu'on peut réussir. Mais pour moi, le plus important, c'est que les gens qui ont réussi disent qu'ils ont galéré et qu'ils galèrent encore parfois. Mais que, comme Churchill, être imparfait ne les a pas empêchés d'être utiles à la société et de faire des trucs intéressants de leur vie. J'ai pour habitude de dire que justement au tout début, parce qu'en gros moi j'ai écrit ma première asso le 30 mars 2017, et en fait en sortant de l'hospice on m'a dit que c'était comme par hasard, je sortais de l'hôpital, la journée mondiale de la bipolarité en lien avec Van Gogh. Et depuis le début de mon aventure associative, en fait c'est tout bête, mais ça m'a vachement rassuré de m'identifier à des personnes comme Churchill ou des gens qui avaient fait des choses malgré leurs différences. On a tous besoin d'avoir des exemples de gens juste qui vivent, quoi, et qui font des trucs bien ou moins bien, mais qui se réveillent tous les matins, qui ont de l'espoir. Et c'est ça qui fait vivre, en fait. Enfin, moi, c'est pour ça que je dors bien et que je me réveille tous les matins. C'est que je sais que je vais à la maison, que je vais rencontrer des gens et que c'est cool, quoi. Ouais, tout pareil. Voilà, j'ai hâte d'être le matin. Ouais, c'est ça, je pense que c'est important, et l'espoir fait vivre aussi, mais je pense que justement, c'est vraiment un truc de... Mais pas forcément que des personnes connues. Moi, je me souviens, quand on m'a donné le diagnostic, la psychiatre, tout de suite, elle me dit « Oui, j'ai eu un patient qui souffre de la même maladie, qui est schizophrène aussi, mais il a fait des grandes études. »
Et ça, tout de suite, rien le fait de dire ça, c'est oui, l'espoir, il est pas là pour rien non plus. Enfin, on a besoin de ça, quoi. Je suis d'accord, et c'est une forme de pérédance. Et moi, pour finir là-dessus, c'est pour encore parler de moi. C'est ok, t'es là pour ça. Ouais, non, mais c'est toujours un peu chelou quand même. Quand j'ai créé l'asso, donc en 2017, depuis l'hôpital, parce que je l'ai créé à l'hôpital, l'asso. Et c'est vraiment un déclic à l'hôpital en parlant à un repas avec plein de bipolaires. J'avais la chance d'être dans un centre expert. Faut pas se mentir, hein, tout a été fait aussi parce que j'avais la chance d'être dans un centre expert, que j'avais la chance d'avoir des parents qui me soutenaient financièrement, j'avais la chance d'avoir des parents médecins. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Là, j'ai eu la chance d'être à table un jour et avec un photographe trop cool, bipolaire, qui m'a dit, mec, t'inquiète, moi j'ai 2 enfants, ok, je suis là en galère, mais... Et je lui ai dit, mais trop bien. Parce qu'en fait, et ça, c'est quand tu acceptes la maladie, et ça, c'est la première étape aussi. Et là, c'est là que je me suis rendu compte de l'impact de la pérédance, quelle qu'elle soit. Et ça revient à Churchill, pour moi, c'est la pérédance. C'est le fait de se sentir moins seul. Et je suis pas psy, je suis pas ton pote, je suis pas ta famille, mais je te comprends. Voilà. On va profiter de votre expertise pour quelques instants encore. Je vais me tourner vers le public. Si vous avez des questions, des réactions, envie de partager quelque chose, je vous inviterai à lever la main. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des facteurs qui exposent davantage certaines personnes à des maladies mentales, comme, je sais pas moi, la classe sociale, la précarité ou même le genre? Pas forcément j'imagine dans le traitement et l'accès au traitement, mais aussi dans la prévalence. La précarité. Hein. Quand vous êtes dans une très grande précarité, vous allez penser à où dormir et où manger. Vous n'allez pas penser à votre santé mentale. Donc, vous allez être plus exposé en plus à des risques psychiatriques et plus à des risques de traumatisme encore. Et il y aura un énorme retard si jamais vous avez un trouble parce que personne va se dire tiens, le SDF que je croise tous les jours, j'ai l'impression qu'il a peut-être un trouble psychiatrique. Ben non, parce que lui, il est déjà dans une urgence de où dormir, où manger. Et plus tard, il va se poser la question, peut-être que j'ai un trouble psychiatrique. Donc, à nouveau, ça crée un énorme retard. Des facteurs environnementaux, on s'est rendu compte que selon l'endroit où on vit, il peut y avoir un petit peu plus de prévalence de certains troubles, la pollution atmosphérique, des pesticides et ainsi de suite. Maxime en a parlé, il y a un facteur génétique qui est important, c'est aussi pour ça que c'est très bien de pouvoir en parler en famille et de déstigmatiser tout ça. S'il y a 4 personnes dans votre famille, frères et sœurs, parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui souffrent de troubles bipolaires ou de troubles psychiatriques, il y a un petit peu plus de probabilité que vous ayez aussi un trouble psychiatrique. C'est pas une certitude, mais il faut pouvoir se renseigner, il faut pouvoir se dire tiens, il y a eu ça, ça et ça, est-ce que je n'aurais pas une vulnérabilité à développer quelque chose? J'espère avoir répondu à la question. Et moi, je souhaiterais juste rajouter un truc. Pour rappel, il y a 30% des gens à la rue qui ont un trouble psy. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ça. Et au-delà de ça, moi, ça me fait penser à une collègue, Aminata, qui était avec moi à l'hôpital. Parce que moi, j'ai toujours été dans la team publique, hôpital public, donc dans le 10e. Et forcément, il y a des gens de tous bords. Et moi, malheureusement, il y a une personne, en fait, ce qui peut arriver, moi, je les appelle les oubliés, c'est les gens qui veulent plus sortir de l'hôpital. Parce qu'en fait, ils sont hospitalisés. Et quand tu es hospitalisé, tu perds ton boulot, tu perds ton appart. Et tu fais tout pour rester à l'hôpital. Ou alors tu te suicides. Et Aminata, malheureusement, s'est suicidée. Et c'était ma voisine de chambre. Et j'ai toujours une pensée pour elle à chaque fois que je prends la parole. Tout ça pour dire que c'est malheureusement, voilà, le monde c'est injuste aussi. C'est ce que je dis dans le documentaire Perché. Vous le verrez peut-être, d'ailleurs, je pleure quand je dis ça. Parce que voilà, on n'est pas tous égaux face à l'hospitalisation. Et c'est ce qui se passe après, surtout, et à la sortie. Et ça, c'est très dommage que justement, on nous lâche juste avec une liste de médocs, un rendez-vous de psy, et c'est tout en fait. Et c'est d'où aussi la Maison Perchée. Et c'est toujours la même problématique. Les personnes les plus précaires et avec le plus de difficultés, c'est celles qu'on aide finalement le moins. Une des personnes qui a témoigné pour nous, une auditrice qui nous disait que le trouble psy de son mari avait coûté en tout 200 000 euros. 200 000 euros parce que perte d'emploi, voilà, tout un tas de choses qui font que ça peut paraître très superficiel de compter, mais en même temps c'est hyper important, ça lui a coûté 200 000 euros.
Ouais, et puis pour revenir, j'ai travaillé dans une association justement de personnes à la rue, etc. Vraiment, quand on souffre d'un trouble psy, on a besoin d'être entouré et on a besoin de sécurité. Et je pense que la première chose à faire quand on prend en charge des personnes à la rue souffrant d'un trouble psychique, c'est ce que fait l'association Chez Soi d'abord, c'est que les personnes puissent avoir accès au logement d'abord. Et ensuite s'en suivra le reste. Mais je pense que la sécurité, le logement d'abord, c'est vraiment une sécurité qu'on a tous besoin d'avoir, quoi. On a une deuxième et dernière question. Du coup, merci pour cette discussion. Du coup, je suis Sylvain, je réalise le podcast La Perche. Donc, je connais déjà un peu le sujet. On parlait de précarité et vous parliez de déstigmatiser ces questions-là. Et nous, dans le dernier épisode, on parle de ça au travail, de la santé mentale au travail. Et donc, est-ce que vous avez des conseils ou des retours d'expérience sur le fait d'assumer ça au travail, de mettre en place des choses, notamment au niveau de la RQTH? Est-ce que vous avez un peu un avis là-dessus parce que c'est bien beau de déstigmatiser ici, mais devant les RH ou devant son manager. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est la RQTH? La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Voilà, c'est partie des choses qui sont en place, mais voilà, est-ce que vous pouvez parler de ça un peu concrètement aussi Il faut venir à mon groupe de parole le jeudi, une fois toutes les 2 semaines. Oui, écoutez, La Perche. Qui parle exclusivement de ça. C'est une question très complexe qu'on aborde 2 fois par mois en groupe. Très peu de personnes ont la RQTH, mais l'utilisent. Enfin, quand on a un trouble psy ou un handicap invisible en général, on a ce truc de honte, de stigmatisation, de ne pas le dire au RH. Donc oui, effectivement, c'est une question très complexe et après, ça dépend vraiment de la personne. Il y en a qui vont le dire dès le début, d'autres jamais, d'autres qui, au bout de 6 mois, quand la période d'essai est terminée et que ça roule, qui vont la donner. Mais on en parlait. On en parlait justement juste avant. Si vous avez une autre pathologie qui n'est pas psychiatrique et qui est un peu plus visible à certains moments, ou voire qui ne se voit pas tout le jour, mais et que vous avez une RQTH, la plupart du temps, les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils vont se dire « je vais être catalogué comme la personne handicapée de l'entreprise ». En France, une entreprise de plus de 20 salariés doit obligatoirement embaucher des personnes avec un handicap pour l'inclusion de tout le monde. Donc, si vous avez une RQTH, ça peut parfois vous ouvrir certaines portes, ça peut vous permettre d'avoir certains emplois, mais surtout, ça vous permet normalement d'avoir une adaptabilité de votre poste. C'est-à-dire que si vous avez un trouble du spectre autistique, que être entouré de personnes dans un open space avec plein de bruit, c'est très compliqué. Vous avez une RQTH, vous en parlez à votre employeur, il va adapter le poste et peut-être que vous serez dans un bureau un peu plus adapté. Si vous êtes secrétaire médical et que vous avez des soucis lombaires ou des soucis de canal carpien, c'est bien de pouvoir en parler parce que vous allez avoir un poste adapté, vous allez pouvoir avoir plus de pauses, vous allez pouvoir avoir un matériel informatique adapté et ainsi de suite. Donc, la stigmatisation, elle existe. La stigmatisation au travail, c'est encore très très compliqué pour les troubles non psy et pour les troubles psy, on rame. Mais parlez-en. Plus on en parle, plus voilà. Et les RH, il faut en parler. Les référents handicap. Parce qu'il y a les RH référents handicap, il y a certains. Ouais. Et moi, je tiendrais juste à rajouter un dernier truc, c'est que justement, moi, encore une fois, la Maison Perchée, mais on fait des sensibilisations en entreprise et on en fait pas mal. Donc, si vous cherchez une sensible, mais au-delà de ça, c'est que ce qui est génial et ce qui arrive plusieurs fois déjà, c'est qu'une fois être passé dans les entreprises, des salariés ont fait leur coming out psychique auprès de leur boss et qui, en demandant leur RQTH, tout ça pour dire que je pense que qui que vous soyez à écouter ce podcast, si vous bossé dans une boîte, demandez à votre RH si vous avez déjà parlé de ça au sein de l'entreprise et d'en parler d'une manière subtile pour voir si justement les gens sont tous OK et bien dans leur boîte, dans leur société. Parce qu'en fait, c'est comme trop souvent, si tu provoques pas la chose, il n'y a rien qui se passe. Donc soit vous faites comme ça, parce que moi j'ai déjà entendu un cas d'un collègue qui est bénévole à la Maison Perchée, qui lui a eu une hospice d'1 mois, qui a dû trouver avec l'aide d'un médecin une maladie qui durait 1 mois pour pouvoir justifier son arrêt. J'étais là, waouh. Genre waouh. Est-ce que ça veut dire que si on n'est pas spécialement concerné par un trouble psy, on peut, et qu'on travaille dans une entreprise, on peut aller aux ressources humaines et demander ce qui est fait pour l'accompagnement de tous les handicaps et en fait faire ce travail en se disant que comme ça, si un jour quelqu'un est concerné, la personne n'aura pas à le faire. Exactement, comme dans la vie personnelle.
Ça peut être un super exercice. Allez dans votre entreprise, si vous n'avez pas de troubles psy, s'il y a allez pas dans votre 6%, entreprise et vous ouais, leur il y a demandez. 6% normalement, et en fait, s'ils les ont pas, ils doivent payer des amendes. Et, 6% de travailleurs. ouais, et du coup, ils nous font venir en Sancy pour compenser les. C'est un délire. On va prendre J'ai une compris. dernière question. Je vous propose qu'elle soit rapide dans sa question comme dans sa réponse. Merci. Ma cousine a été diagnostiquée schizophrène pendant un voyage, à son retour d'un voyage en Inde. Et vous parliez tout à l'heure de Dublin, je crois, et de Pékin. Est-ce qu'il y a un lien entre le voyage et le déclenchement ? En général, il y a une sensibilité de base et tout élément qui va perturber ça de façon majeure va faire émerger le trouble. Il serait venu peut-être un peu plus tard de façon moins aiguë ou plus doucement, mais consommation de toxiques, on part de chez les parents, déménagement, changement de pays, c'est pour certaines personnes, c'est très anodin de prendre l'avion, d'aller à l'autre bout du monde, de parler une autre langue et voilà. Mais en fait, c'est quand même un sacré stress que vous faites subir à votre organisme et à votre psychisme. Et quand il y a une vulnérabilité en dessous, hop, c'est la petite goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase. Et donc souvent, c'est pour ça que il y a des phases aiguës qui se retrouvent après un voyage, après une prise de toxique, après une rupture, après un deuil, après un événement de vie stressant. En fait. Moi, j'aime bien résumer ça quand je le dis à mes potes. S'il en faut peu pour être trop heureux. Genre, vraiment, c'est ce petit truc en plus. Et c'est tout. Ça peut être plein de choses différentes, en fait. Parce que moi, au tout début, on m'a catalogué en mode drogué, c'est la drogue, alors que pas du tout. C'est un ensemble de choses, mais c'est le petit truc qui fait que, et ça, c'est juste la maladie, en fait. Faut pas chercher plus loin, c'est parce qu'on a un trouble, et voilà. C'est sur ça qu'on conclura. Merci infiniment, Lucille Zola, Maxime Pérez, Zitvogel, d'avoir été là avec nous pour répondre à nos questions. Merci beaucoup aussi à Daniel Batoula. Merci infiniment à la Gaieté Lyrique pour leur accueil. L'émission a été réalisée par Thomas Play et produite par Charlotte Bex. Les témoignages ont été lus par Paul Berthiaud et Juliette Livartowski. Je vous donne rendez-vous sur Instagram, @encoreheureux-podcast, sur le site de Binge, binge.audio. Et vous y retrouvez notamment des ressources sur les troubles psy et notamment toutes les informations dont vous avez besoin pour vous rendre à la Maison Perchée. À bientôt.